C'est dimanche, je suis tranquillement assis dans ce jardin. Je voulais attendre cette voix calme que j'ai aujourd'hui pour parler des villages de Dieu, cette cité extrêmement bruyante, difficile, imprenable aussi, parce que les gens de la police ont tout essayé d'y pénétrer d'abord, ou de se saisir des membres de ces gangs qui pullulent dans les cités sans y parvenir. De toute façon, ils ont des liens étroits avec les gens du gouvernement, les hauts placés, les grands dignitaires, les députés, les sénateurs, et chacun a un réseau de gangs particuliers, un groupe de gens qui leur soient soumis ou bien avec qui ils font des deals, pour employer le vocabulaire de ce livre magnifique. Je vais parler des villages de Dieu de Emily Prophète. Pourquoi ce livre? Parce qu'il me hante depuis quelques mois, depuis la première fois que je l'ai lu. Je n'avais pas entendu ce son en Haïti. J'allais dire depuis très longtemps, mais en fait, je ne l'avais jamais entendu. Il y a des sons très précis qu'on reconnaît dans la littérature haïtienne. Le son de gouverneur de la Rosée. Nous mourrons tous, dit la vieille Délira. Elle glisse sa main dans la poussière, nous mourrons tous. On connaît ça, on connaît l'entrée, on connaît aussi le son de Jacques-Stéphane Alexis, que ce soit celui de Compère Général Soleil, et à peu près, je pense, le deuxième paragraphe, quand il dit « La nuit respirait fortement », ou encore le son de Marie Chauvet. On connaît certains sons dans la littérature haïtienne, celui de Justin Lérisson, dans la famille Petite Caille, de Frédéric Marcelin, dans Épaminondas Labastère, ces noms tout à fait savoureux, succulents, remplis de sourires, ou de Fernand Hibert, cette ironie acide et analyse très dure sur les classes sociales. Mais il y a un son qui manquait, un son qui venait de cités qui n'existaient pas du temps de Roumain, d'Alexis, de Lérisson, de Hibert ou de Marcelin ou même de Chauvette, plus près de nous. Ce son, c'est celui des quartiers difficiles, de ces quartiers qui portent des noms bibliques comme Bethléem, Cité Divine, ou je ne sais pas, d'où Jésus, il peut avoir un nom comme ça aussi, et bien, où la misère et la violence se sont installées avec une puissance incroyable. Eh bien, une romancière haïtienne qui a écrit des recueils de poèmes bien reçus, quelques romans aussi, et qui ont impressionné certains lecteurs, finalement s'est installée dans l'imaginaire, on peut dire, parce qu'elle n'a pas dit qu'elle y a été vraiment, qu'elle y a vécu vraiment, mais elle a installé son laboratoire d'imaginaire dans ces quartiers extrêmement durs de Port-au-Prince pour écrire ce livre, Les villages de Dieu. Ce livre qui fait fureur actuellement sur la scène internationale et qu'on ne trouve presque plus, et qui est en manque, qui est en rupture, et si l'on peut dire. C'est un livre important parce que il y a un récit. Et ça, c'est important. On a toujours eu des écrivains intellectuels, des écrivains qui font des analyses sociales. Et on a toujours eu des écrivains qui savent, avant même d'écrire le livre, quelle est la langue qu'ils vont prendre pour l'écrire. Cette fois-ci, il y a un doute quand on lit Les villages de Dieu. On ne sait pas. On ne sait pas dans quel angle regarde la romancière Emily Prophète. On ne sait pas quelle est son idéologie. On ne sait pas quel est le discours qui l'habite. On ne la voit pas. Il y a de vrais personnages qui ne sont pas manipulés par des exercices politiques, par des idéologies, par des discours préétablis. Il y a de vrais personnages qui vont vivre une vie extrêmement difficile. Le personnage principal s'appelle Célia. Elle vit avec sa grand-mère, sa mère est morte, son père sûrement a disparu. Son grand frère, et je pense à ce niveau-là, était peut-être déjà parti à l'étranger. Il a été pour participer à des Jeux olympiques, il n'est jamais revenu.
bien fait, parce qu'on est bien content là, parce que dans cette région du monde, dans cette cité tout près de Port-au-Prince, tout ce qu'on vous demande, c'est de quitter le pays. Et surtout, ce qu'on attend de vous, c'est que vous ne reveniez jamais. Après, entre-temps, si vous envoyez un peu d'argent, un peu de nourriture, quelques nouvelles, on est très content. Mais on veut que vous partez et on veut que vous ne revenez pas. Alors c'est Célia qui parle. Et cette petite fille qui vit avec sa grand-mère à côté d'une voisine qui jette un regard de maman sur elle. Enfin, elle est dans ce petit cocon. Même si c'est difficile, elle va avoir une adolescence extrêmement difficile, mais en même temps, on voit bien que c'est une vie comme une autre. Sauf que ça se trouve, je crois que c'est à Bethléem ou je ne sais pas, c'est dans un de ces villages terrifiants. Elle raconte. Je n'avais pas peur. J'étais habitué au bruit des armes. J'ai grandi dans cette cité où jamais il n'y avait eu de trêve, où la mort circulait à midi comme à minuit. Grand-mère était morte il y a 9 mois, de peur. C'était un soir particulièrement difficile d'un dimanche qui avait calmement commencé jusqu'à ce que la rumeur circule que des gars du gang de Mackenson avaient sifflé sur le passage de la copine d'un des membres influents de celui de Freddy alors qu'elle revenait de l'église. Les deux gangs qui faisaient la loi dans la cité n'étaient jamais à court de provocations mutuelles, mais il n'y avait jamais eu, jusqu'à ce dimanche soir, d'affrontement direct. Je me rappellerai toujours les yeux exorbités de ma grand-mère, ses mains qui serraient fort mon poignet, et moi qui criais « Grand-mère, tu me fais mal ». Elle avait dit dans un râle « Cessez, Célia, mon enfant, petite moins, cessez, je sens que mon cœur va exploser, je vais mourir ». Et voilà, Célia Cessé, qui vient de perdre sa grand-mère dans cette cité incroyable, qui va avoir une vie extrêmement difficile, je l'ai bien dit, qui va poursuivre son chemin. Mais on va très vite laisser ce côté, cet égo-portrait, comme on dit ici au Québec, c'est-à-dire ce selfie où elle se photographiait pour passer, disons, à l'ensemble du territoire, aux voisines, à ces femmes qui ont perdu leur fiancé, mais qui continuent à faire l'amour à grands cris dans la cité, et parce qu'elles rêvent de ces hommes, de ces fiancés, et elles ont des scènes d'amour imaginaires, de ce monde qui vit à la fois dans le réel le plus concret, un réel où l'on tue, où chaque matin on se lève et on trouve des cadavres dans les corridors, et à quelque chose d'irréel totalement, où les gens vivent dans le rêve que leur vie puisse changer un jour, et en même temps de le désespoir d'être sûr que rien ne se passera. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que chacun de ces villages, de ces quartiers est gouverné par des gangs. Et ces gangs-là, ce sont des enfants de ces quartiers. Alors, c'est là qu'ils tuent précisément, mais de temps en temps, ils vont faire des razzias ailleurs pour essayer de voler, de détourner un camion de marchandises, et de prendre des armes, de s'entretuer entre deux gangs pour des raisons, enfin, ça n'a aucun sens, je viens de le lire, et tout à l'heure, dans ce petit extrait, et sans raison, ils s'entretuent. Donc, il y a un machisme fort, violent, des jeux que moi, je me souviens avoir joué, mais c'était avec des bâtons. Et c'était avec des pierres, mais eux, ils jouent avec des armes, de vraies armes qui tuent. Au point où on a l'impression que la mort n'a pas une grande importance pour eux. Et pourquoi la mort n'a pas une grande importance? C'est parce que la vie n'en a pas. La vie n'existe pas, précisément, dans ces villages-là. Mais malgré tout, et c'est là la force de la romancière, c'est là la force d'Émilie Prophète, elle va chercher des petites traces de vie, des petites choses, des gens qui vont
à la messe, à l'église, un pasteur qui n'est pas forcément quelqu'un de bien, mais enfin, un voisin qui est un type qui se croit bien, mais qui finalement ne veut avoir que des rapports de viol avec les jeunes filles du coin, et qui se dit, et qui leur dit, même à un moment donné, après avoir touché de façon violente et ces jeunes filles, qui leur dit, vous savez, j'étais quelqu'un de bien. Et on a l'impression que beaucoup de gens se disent ça dans ce village, qu'ils ont été quelqu'un de bien. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont plus bien? La misère, terrifiante. Une misère qu'on n'a presque jamais vue. Une misère, on dit d'Haïti qu'il est le pays, l'un des pays les plus pauvres du monde et le pays le plus pauvre de l'hémisphère. Eh bien là, on est chez les plus pauvres parmi les plus pauvres. On est vraiment tout près des montagnes d'immondices. Les gens vivent dans une situation sanitaire, enfin, inimaginable. Les enfants grandissent et malgré tout, on entend des enfants qui étudient, on voit des voisins qui s'entraident, il y a même des groupes. Alors c'est ça, ce mélange et qui fait de ce roman quelque chose d'exceptionnel. Il y a Freddy, il y a Fredo. Fredo, je crois que c'est l'oncle de Célia. Fredo, c'est lui qui est allé à l'étranger et qui est revenu encore plus pauvre qu'avant. Et qui, au Freddy, on n'en sait plus, et de ces noms qui se ressemblent, et qui, après le retour, s'enfonce dans un sommeil profond. Il reste dans la petite chambre en arrière, il ne bouge pas, et il ne fait rien, il ne pense à rien, il est devenu muet, silencieux. Cet homme qui avait tant d'avenir, cet homme qui voulait tout, cet homme qui s'était entraîné pour devenir un athlète professionnel, il est là, muet, écrasé, coupé. Il y a des amis de Célia, mais qui sont aussi des chefs de gang. Et Célia elle-même qui dit « je n'ai pas d'amis ». Elle ne peut pas avoir d'amis, puisque on ne sait pas qui va vous tuer, qui on va envoyer vous tuer. Et c'est dans ce mélange, ce mixage, et ce malaxeur qu'est Bethléem ou les autres cités qui sont cités voisines, que Emily Prophète a décidé que l'avenir d'Haïti se joue. Pourquoi? Parce que, étonnamment, il y a de l'idéologie dans l'air. Les chefs de gang ont tous à la bouche le mot révolution. Ils veulent tous, au début, changer la condition des gens. Il y en a même qui s'essaient, par exemple, celui qui est accompagné d'une femme extraordinaire qui voudrait réunir toutes les femmes de Cité de Dieu pour faire un club féministe, pour essayer de leur expliquer que l'avenir de cette cité, qui est en quelque sorte une métaphore de l'avenir du pays, est entre leurs mains. Mais ça ne va pas durer, parce que la vie des chefs de gang est brève, parce qu'on les retrouve toujours tués, souvent d'une balle à la nuque, parce qu'ils sont tués par les gens qui sont juste à côté d'eux, pas par les membres des gangs qui sont en face, par les gens qui sont à côté d'eux, qui veulent devenir chefs. Tout le monde veut devenir chef. Il n'y a qu'une seule situation enviable, c'est devenir chef. Sinon, vous vivez dans la terreur totale que le chef se retourne vers vous et vous tue sans raison. La seule possibilité qu'on a de ne pas être tué sans raison, c'est de devenir chef. Mais il se trouve que dès qu'on le devient chef, on est pris d'une paranoïa terrible parce qu'on sait très bien que celui qui est à côté de nous, celui qui est juste derrière nous, qui nous protège, c'est lui qui va nous tuer. Et tous ceux qui étaient fidèles vont se retourner et cribler le cadavre de Baal. Cette cité de Dieu, ces cités de Dieu, ces villages de Dieu, Emily Prophète a écrit ce livre dans un style extrêmement fluide qui permet la lecture. On avance, on est charmé par l'écriture, c'est une écriture simple et directe, sans chichi, et on y avance, on s'enfonce au début sans savoir qu'on s'enfonce dans une jungle sans coupe-coupe. La jungle s'épaissit au fur et à mesure qu'on avance et on n'a aucun couteau, aucune machette, aucun coupe-coupe pour se faire un passage. La seule personne à suivre, c'est la plume d'Emily Prophète, qui nous mène
dans ces couloirs, ces corridors sales, boueux, avec du sang chaud sous le nez, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui a été... Et ils aiment beaucoup se servir de machettes, d'armes blanches pour tuer. Ils aiment le sang qui pisse, ils aiment l'odeur du sang, ils aiment la chaleur qui se dégage des corps qui tressautent dans la boue. Il y a quelque chose, on se demande à un moment donné si ce n'est pas du cinéma, parce qu'on ne voit pas l'écriture, on voit les images. Et ça, c'est assez différent de l'écriture haïtienne où l'on privilégie beaucoup le style, c'est-à-dire forcer le style de manière à ce que les lecteurs tombent dans l'admiration de l'écriture. Là, il n'y a presque pas, on ne voit pas l'écriture. Sauf peut-être à un moment donné, on se dit, ce n'est pas par hasard qu'on a continué à lire ce livre qui nous raconte des monstruosités. C'est parce que toutes ces monstruosités sont racontées dans un style étonnamment lumineux, fluide, aisé, comme s'il s'agissait de bonheur. Jusqu'à 8 ans, on m'aurait dit que le monde commençait et s'achevait à la cité de la puissance divine. Je l'aurais cru. Je n'avais aucun souvenir qui n'y soit ancré, et la terre entière ne pouvait être aussi bruyante, coincée et puante. Madame Sophonie nous avait appris qu'elle était située dans la 3e circonscription de Port-au-Prince, la capitale. La mer n'était pas loin, mais je n'avais jamais été m'y baigner. Sans doute que ce n'était pas nécessaire. Sinon, Ma se serait dévouée, comme elle l'avait fait pour l'école, pour l'église où elle m'emmenait jusqu'à 2 fois par semaine. Tout est dit. Tout est dit. Je rappelle que cette cité où se trouve Célia, c'est la cité de la puissance divine. Tout est dit, c'est-à-dire il y a cette grand-mère qui fait tout pour que l'essentiel soit connu par ses enfants, ses petits-enfants. Si c'était nécessaire, si la mère, prendre un bain dans la mer était nécessaire, Ma, la grand-mère, aurait tout fait pour qu'elle aille à la mer. Parce que elle l'a amenée à l'église, elle l'a amenée à l'école, elle lui a donné tout ce qui était nécessaire. Et qu'est-ce qu'on comprend de cette petite scène? On comprend que l'essentiel, c'est-à-dire le plaisir d'être vivant, l'essentiel n'était jamais donné. Aucun luxe. Même quand on vit près de la mer, on n'ira jamais. Et c'est ça la force de Émilie Prophète, c'est qu'elle ne dit pas les choses, elle ne pointe pas du doigt. Comme on dit ces temps-ci en Haïti, elle n'indexe pas. Elle ne dit pas c'est ça, c'est lui le coupable, c'est ça qui manque. Elle vous dit simplement que si aller se baigner à la mer, on est dans la mer des Caraïbes, on est sur une presqu'île, on est tout près de la mer, la moitié de la planète ne rêve que d'une chose que d'aller à la mer. Et là, ces gens sont collés. Leur plus grand luxe, c'est la mer, et elle n'y va jamais. Elle ne raconte pas pourquoi on ne va pas à la mer. Elle ne dit pas si c'est l'État, si c'est le gouvernement, si ce sont les chefs de gang. Non, elle dit c'est Ma, sa grand-mère, qu'il n'a jamais emmené là. Elle l'a emmené à l'église, à l'école. Elle l'a emmené pour le strict nécessaire. Donc c'est ça qui est différent, qui est nouveau dans cette littérature. Et que des jeunes gens feraient bien d'essayer de lire attentivement pour l'imiter d'abord, s'en détacher ensuite et écrire quelque chose de neuf qui nous sort de cette manie de la théorie, de l'idéologie et du discours qui conduisent nos récits et leur donnent une direction un peu trop lourdement. Très fin quand j'ai rencontré Carlos. Je revenais de chez le pasteur Victor, où j'avais passé un moment afin de pouvoir recharger la batterie de mon téléphone. Je me promenais tout le temps avec le chargeur, la batterie était vite à plat. J'étais tout le temps sur les réseaux sociaux. L'électricité était rare, le réseau était constamment en panne à cause des prises illégales, comme celle de chez moi. Du plus loin que je me souvienne, nous avons toujours eu l'électricité à la maison, sans l'avoir payée. Andrise, l'épouse du pasteur, m'avait félicité pour mon nouveau téléphone et je n'ai pas osé lui dire que j'avais faim. Je lui ai dit que j'allais bien, que grand-mère avait laissé quelques gouttes qui suffisaient pour le moment. Elle m'a appris qu'elle priait pour moi tous les jours.
Vous avez remarqué, on était en enfer, on est toujours en enfer, mais ça n'empêche pas que Célia soit toujours sur les réseaux sociaux, que son problème, c'est de trouver un endroit pour pouvoir recharger sa batterie. Et pour une fois, il y a eu une panne d'électricité, alors qu'elle a toujours l'électricité gratuitement, mais illégalement. Et donc, on est là dans tout ce qui est modernité. Ce petit paragraphe, on peut voir une jeune fille de Berlin et l'écrire. Une jeune fille de New York, de Manhattan, raconter qu'elle a un problème avec son appareil électronique et ses réseaux sociaux. Une jeune fille de Dakar l'écrire, ou de Pékin l'écrire. On est dans la plus grande modernité. Vous savez très bien que dès qu'elle rentre dans les réseaux sociaux, elle pénètre dans un autre monde où elle peut avoir des contacts, des relations, une communication, une relation même avec des gens qui ont des situations économiques beaucoup plus importantes et qui viennent de partout, qui habitent et partout. Elle peut s'instruire même et par tout ce qui est que l'Internet propose. Et pourtant, elle n'avait pas mangé. Elle n'avait pas mangé, elle n'ose même pas le dire à sa voisine Sophonisme, qui s'occupe un peu d'elle, qui est un peu sa seconde maman après la mort de grand-mère. Et elle n'avait pas mangé. C'est ça. C'est ça, c'est ce mélange qui est extrêmement intéressant. Je me souviens d'ailleurs de Jean-Dominique, qui il y a très longtemps avait fait une conférence à l'Institut français de Port-au-Prince, et le titre c'était « Collier Maldioc et Transistor ». Collier Maldioc, c'est un collier que l'on porte, c'est une sorte de, enfin, qui repousse les mauvais sorts, et les enfants en portent, et pour empêcher qu'on leur jette de mauvais sorts. Et transistor, c'est exactement la technologie. À l'époque, la plus grande technologie, c'était d'avoir un transistor, une radio avec un appareil de radio avec lequel on pouvait se déplacer pour écouter la radio. Donc, c'est ça, transistor. C'est exactement cela qu'est aujourd'hui l'Internet, qu'est aujourd'hui les réseaux sociaux. Collier Maldioc, c'est toujours cette croyance dans la superstition, dans le fait qu'un enfant est toujours en danger, parce qu'on peut toujours lui envoyer un mauvais sort, on peut toujours tenter de le manger, comme on dit. Et transistor, c'est le contact avec le reste du monde. Et voilà, Émilie Prophète, avec les villages de Dieu, a écrit un livre décisif, important. Et je me bats. Je fais comme Jean-Dominique faisait autrefois quand il aimait un livre, il en parlait sans arrêt partout, jusqu'à ce que le contact se passe. Les gens comprennent qu'il y a là quelque chose qui nécessite quelque chose. Je fais comme André Gide, quand il a lu Dostoïevski, et qu'il était déjà malade. Bon, on ne sait même pas s'il était malade. Gide est toujours un peu souffreteux. C'est un homme qui aime se plaindre de sa santé. Mais il s'est levé. Il a pris son bâton de pèlerin et il a traversé la France pour que les Français puissent connaître et aimer Dostoïevski. Et je dis toujours avec Borges, vaut mieux faire connaître un bon livre qu'en écrire un mauvais, soi-même. Tout écrivain doit faire connaître un livre. Il doit prendre position à un moment donné pour un livre, et malgré ce que les autres peuvent penser, malgré la hiérarchie qu'on aurait établie dans une société pour dire qui est grand écrivain, qui n'est pas grand écrivain, qui est bon livre, qui n'est pas bon livre, il doit se lever. Eh bien voilà, je me lève et je dis, et je signe et persiste, Les villages de Dieu d'Émilie Prophète est un grand roman.